Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette édition de littérature qui sera consacrée au plus récent roman Star Wars qui s'intitule Sanctuary, A Bad Batch Novel. Ici Francis en direct de Québec et vous aurez reconnu mon acolyte aujourd'hui, c'est The Bad Book, John Sparrow en direct de Vancouver. Ça va bien, Jean? Salut, oui, ça va super, super. Hâte de discuter de ce bouquin avec vous. Oui, moi aussi, j'ai hâte de vous entendre parce que je suis très ambivalent. Je ne sais pas exactement ce que je dois en penser. J'ai besoin de vous pour me faire une idée. Et de l'autre côté de l'océan, dans l'endroit que je crois est, comment qu'on dit, là, les villes qui sont jumelées là, à l'international. Donc, je crois que Québec et Bordeaux sont des villes sœurs là, jumelées ensemble. Ah, peut-être. Ça va bien, Philippe? Je suis un peu plus bas que Bordeaux, ouais. Salut, bonjour à toutes et à tous et merci de m'accueillir encore. Et Philippe qui est sous-titré le Mad Batch. C'est très bien trouvé. On va en parler ce soir. Donc, on salue comme à notre habitude nos amis de Star Wars Littérature Québec. Si ce n'est pas déjà fait, on vous invite à rejoindre le groupe. Et côté actualité avec Star Wars Littérature Québec, on vous invite à aller écouter mon entrevue. Donc, j'ai été sollicité par l'équipe. Un de leurs concepts de podcast, c'est des entrevues, justement, des longues entrevues où on prend le temps. Puis qu'on aborde hauteur, évidemment, ça dépend de la personne, mais dans mon cas, à la fois roman, comics, manga, en tout cas, bref, on a parlé d'un peu de tout. Moi, en écoutant les entrevues des autres personnes, parce que jusqu'à maintenant, c'était des gens vraiment de l'équipe de Star Wars Littérature Québec en entrevue, j'ai appris plein de choses. Donc, écoute, je vous invite des petites choses, là, des petites anecdotes. Pas nécessairement sur les personnes, je parle, mais sur les romans ou sur l'histoire derrière ceux-là, etc. Fait que ça peut être très intéressant. Ensuite, un petit WhatsApp rapide, messieurs. Allons-y avec Philippe. Pas grand-chose de mon côté, je rattrape du comics en ce moment. Je suis sur Rise of Dark Vador, voilà. Non, pas Legacy, excusez-moi, Vador. Le comics, désolé. C'est nouveau, c'est un que je suis en train d'inventer dans ma tête. Non, voilà, je rattrape du comics. Ouais. Et je finis la Haute République aussi, Fear of the Jedi, c'est ça? Je dis pas de bêtises. Voilà. Excellent. Ton côté, Jean? Ben, nous, on termine aussi le marathon Star Wars en film. Bon, ça fait un petit moment pour vous dire la vérité qu'on l'a terminé, mais je voulais revenir sur les réactions du jeune public. Donc, épisode 7, qu'elle avait déjà vu, donc elle a beaucoup aimé cet épisode, et moi, je l'aime toujours autant. Ça va faire 10 ans maintenant, 10 ans cette année. On va peut-être faire ça, on va peut-être célébrer les 10 ans de l'épisode 7, peut-être en fin d'année aussi en émission sûrement, je sais pas, on verra. Mais ouais, elle a beaucoup aimé. Alors c'est marrant comme entre l'épisode 1 et 2, c'était, et elle a été surprise par le gap, tu vois, en passant du 6 au 7. Elle s'est dit, oula, attends, c'est passé quelque chose. Mais un peu la même chose qu'entre le 3 et le 4. Ouais, c'est ça, c'est la même chose. Ouais, mais bizarrement, elle était moins surprise par le 3 et le 4. Ouais, elle a vu les bébés grandir d'un pet. Mais en tout cas, ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est plusieurs réactions que beaucoup ont eues quand on l'a découvert à l'époque. C'est par exemple le décasquement de Kylo Ren. Elle m'a fait trop rire parce qu'elle a fait « Ah, il ressemble à ça !» C'est un peu ce qu'on a vécu, toutes les relations et toutes les réactions qu'on a eues à l'époque. Ouais, je pense que beaucoup de gens, quand ils ont vu le set, ont eu cette réaction-là. Ouais, c'est vrai. En plus, on ne connaissait pas encore cet acteur-là dans Driver, qui n'est pas très connu. Mais après, voilà, tout ce qui est réel de JJ, elle est encore ultra dynamique, ultra fun. Les effets spéciaux sont magnifiques, quoi. Ça n'a pas pris un pet, je trouve. Et je trouve qu'elle a beaucoup... voilà. Ce qui me surprend aussi, c'est qu'à malgré son âge, elle a quand même réussi à trouver à discuter des incohérences qui est un petit peu la marotte de ce post-logie-là, les problèmes d'écriture, quoi. Notamment à la fin où elle a été surprise par Rey et Leia qui se hug à la fin alors qu'elles ne se sont jamais vues. Ainsi que Chewbacca, Chewbacca qui ne hug pas Leia alors qu'il vient de perdre Han Solo. Et ça, c'est des trucs qui m'a fait réflexion. Je dis, mais voilà, comme quoi ça saute aux yeux même des plus jeunes, quoi. Donc c'est drôle. Mais bon, à part ces petites coquilles-là, c'est un film qu'on adore toujours autant, quoi. Donc très cool. Ouais, ben écoute, qui a relancé quand même Star Wars, là, même si je suis le premier à bâcher J.J. Abrams. Là. Bon. Pour celui-là, en tout cas, ça va encore. Excellent. De mon côté, écoute, j'ai reçu un colis il y a 1 heure. Donc, j'ai pensé que ça pouvait être intéressant de faire un mini point d'information parce que c'est la première fois que je dois commander les romans jeunesse directement en France parce qu'avant, disponible au Québec, il était disponible même carrément dans les Walmart, là, les grandes surfaces.
Fait que vraiment de la grosse distribution. Et il semble que le même problème qu'avec les romans Pocket est rattrapé à Hachette. Parce qu'on s'est informé, effectivement, les librairies spécialisées, etc., ne peuvent plus les avoir. Donc, même les romans jeunesse Star Wars, apparemment, ne seraient plus du tout disponibles au Québec. Si vous tombez dessus, c'est peut-être des restants de batch. Donc, voilà, ben, c'est ça. Je me suis commandé la deuxième phase de la Haute République avant qu'il n'y en ait plus, qu'il soit plus donc, c'est malheureux. Puis bon, il coûte quand même un peu plus cher qu'à l'époque, c'était 5 chez Walmart. Là. Même, je pense que c'était 2 pour 7 là, c'est quand même un peu plus cher. Puis deuxième remarque, écoutez, je ne sais pas si ça se voit un peu à l'écran, mais pour des bibliothèques vertes, pour le format, on commence à être très épais. Bien franchement, là, c'est plus épais. Bon, évidemment, c'est écrit plus gros, mais c'est plus épais que certains romans pocket adultes, là, mais tu sais, les jeunes adultes de Ike Johnson sur la Reine Amidala, tu sais, qui sont quand même très, très minces. Fait que moi, je m'interroge quand même. Disons qu'au début, les petites bibliothèques vertes, puis qui étaient beaucoup plus jeunesse, mais je sais pas, je trouve de plus en plus que le format des bibliothèques vertes, là, avec ces espèces de grosses couvertures rigides-là qui dépassent, tout ça, je trouve que c'est de moins en moins, comment dire, le bon format. J'ai l'impression qu'ils en vendraient plus, en tout cas, si c'était pas sous ce format. Mais bon, parce qu'en anglais, pour rappel, c'est pas justement comme ça. Ça a quand même l'air d'un petit livre normal, on va dire. Ces romans jeunesse-là, Star Wars. Tu vois, le soldat fait 272 pages. Même chose pour lui. Écoute, il y a bien des romans, surtout dans les légendes de Star Wars, qui faisaient moins de 272 pages. Même des romans adultes. Quand je remonte, mettons, au tournant 2000 à peu près. Là. Fait que, bref, voilà le petit point d'information pour les romans de bibliothèque verte. Fait que pour les Québécois qui avaient l'habitude de les acheter en magasin, vous avez peut-être remarqué qu'on ne les trouve plus depuis quelques mois. Donc, voilà. En tout cas, c'est ce qu'une librairie nous a répondu, c'est qu'ils ne peuvent plus les avoir pour une histoire de droit. Donc, c'est très malheureux, mais voilà, on sait c'est quoi avec... c'est la même chose du côté des pockets. Avant d'aller de l'avant, Jacques, qu'est-ce qu'on a pour en émission récente pour les auditeurs? Eh bien, figure-toi qu'on a quelque chose qui n'est pas littérature, donc on ne s'appellera pas Star Wars en direct littérature, parce qu'on a un épisode collector qui est sorti enfin, oui. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu, et ça nous manquait un petit peu. Hein. Donc là, ce sont Sébastien Galanon de France, Frédéric et Sylvain qui ont invité Julien de Toy Planet, Toys Planet, c'est ça, qui est un magasin en Belgique, si je me rappelle bien. Et qui discutait des dernières news collector et des tribulations, hein, comme quoi le titre est très bien choisi par notre leader suprême Dany, les tribulations de collectionneurs et les petits problèmes que les collectionneurs peuvent rencontrer en fonction des différentes collections. Je vous invite à écouter l'émission, elle est super sympa. Je ne sais pas si vous l'avez écouté, les gars. Pas encore, non, c'est ça, j'ai pas eu le temps encore. Non. Très, très je suis en train d'écouter Francis, moi. T'en as pour un bout, c'est vrai. Parce que c'est quand même plus de 2 heures quand l'émission. J'ai vu ça. Francis sur Star Wars, littérature Québec, effectivement. Et toujours la littérature quand même, hein, parce que bon, faut pas déconner, hein, un petit peu, de temps en temps, notre shoot hebdomadaire. C'est ça. Sur un plutôt bon, en plus, ce tome de Qui-Gon Jinn, donc c'est le dernier tome sorti en français chez Panini Comics, et donc on nous a fait une petite review bien sympathique, allez écouter. C'est très. Certain. Il y a un petit côté belle surprise quand même dans ce tome-là. Excellent. Avant d'aller de l'avant, on vous rappelle aussi de faire un petit geste sur, entre autres sur YouTube, les abonnements, s'il vous plaît. Vous êtes énormément à nous écouter sans être abonné. C'est quand même un geste qui prend une poignée de secondes, que ce soit sur votre téléphone, votre ordinateur ou votre télé. Ça fait une énorme différence pour le référencement. Donc, si vous aimez notre contenu, on vous invite à aller vous abonner. Voilà, on passe en hyperespace puis on attaque le sujet du jour, messieurs. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. De retour de l'hyperespace. Comme j'expliquais tout à l'heure, on est là pour parler de Sanctuary. Donc, Sanctuaire, probablement, qui va être traduit. Donc, un roman Bad Batch. De Lamar Gilles, qui est un relativement petit nouveau. Je ne sais pas, est-ce que je fais les specs tout de suite? On va revenir un peu sur les specs.
Philippe, est-ce que tu peux nous faire la lecture du synopsis de l'éditeur? Du début du synopsis, du coup. Résumé du synopsis. Parce que le synopsis est très très long. Alors, bien sûr, donc Hunter, Wrecker, Tech et Omega se lancent dans une mission pour aider à reconstruire Pabu dans cette palpitante aventure de la Bad Batch. Un bon soldat sait que le changement fait partie de la vie, qu'il ait lieu sur ou hors du champ de bataille. Vivre, survivre, signifie s'adapter. Hunter est bien conscient de cette leçon, il fuit l'Empire. Echo est parti en mission avec le capitaine Rex et Crusher est toujours Crusher. Mais parmi tous ces changements, Hunter peut toujours compter sur Tech, Wrecker et Omega. Merci Philippe. Ouais, effectivement, le synopsis, là, c'est même un peu spoiler, je trouve, là, quand je le ça raconte l'histoire. Ce qu'on vous a pas lu, là, parce que ça, ce n'est que même pas le quart du synopsis de l'éditeur, là, ce que Philippe vous a lu. Donc voilà, comme j'avais commencé à le dire, c'est un roman de Lamar Gill, que je prononce sûrement mal le Gill. Je ne sais pas du tout comment le prononcer, mais un Américain qui en a son premier roman Star Wars, mais qu'on avait déjà eu sur une nouvelle dans le recueil là, de l'anniversaire du retour du Jedi, qui est From a Certain Point of View. Je me souviens plus du tout par cœur. Par contre, c'était quelle nouvelle? Je ne sais pas, Jean, si tu as vérifié c'était laquelle. Là, mais... sur les deux gunners de la Death Star 2. Ah, ok. Ouais, c'était pas mauvaise. C'était bien. C'est bon. Donc, c'est ça, Lamar Gill. C'est un roman adulte, là, contrairement à ce qu'on pourrait croire avec le thème, on va dire, là, de la Bad Batch, qui est quand même une série orientée un peu plus jeune. Donc, ça sort chez ce qu'on appelait Del Rey, là, chez Random House World. Chronologie, on est en moins 18. Donc, au niveau de la série télé, on est pendant la saison 2 vers la fin. Donc, on est après le 13e épisode de la deuxième saison. Durée de l'audiobook, on est à 11h46, donc presque 12 heures. 320 pages. Bon, au Canada, c'est un 40$ canadien. Il y a une édition spéciale qui est, on va vous la montrer quand même à l'écran, mais qui est déjà plus disponible. Donc, peut-être disponible sur eBay, là, mais bref, sur le site de Inkstone. Quel succès! Ouais, c'est ça, sur Inkstone, comme vous voyez, donc une couverture plus rigide et comment on dit, le côté des pages là, peinturé avec les casques là, des 4 de la Bad Batch, puis leur vaisseau en arrière que j'ai oublié le nom. Donc, en vrai, ça donne ce qu'on voit à l'écran. C'est quand même très joli. C'est vraiment rendu une mode, hein, les tranches là, colorées. Là. Ouais, c'est toujours très stylé. Ouais. Dans ce cas-ci, comme c'est noir, ben là, Seb pourra vraiment dire qu'il a pris un marqueur noir pour le colorier. Sinon, côté sortie en français, on n'a pas encore de date, considérant tout ce qu'il y a d'autre, je dirais pas avant la deuxième moitié de 2026, pardon. Donc, l'année prochaine, parce qu'on a quand même quelques romans de la Haute République aussi là, à finir avant d'arriver à celui-là. Puis on verra en fonction de nos allures, mais ça serait peut-être pas nécessaire de le sortir un jour, donc on dit ça environ. Oui, carrément, quoi. On y va, d'accord. Limite de la médisance là, envers il y a des bouquins qui ne sont pas encore sortis qui mériteraient de sortir avant ça, quoi, non? Tout à fait. Voilà. Est-ce que vous vouliez très rapidement aborder justement l'auteur ou peut-être après l'audiobook avant qu'on passe vraiment au roman en tant que tel? Vite fait, moi, sur Lamar Giles, je ne sais pas comment on prononce non plus. Donc tu l'as dit, hein, c'est son tout premier roman Star Wars après sa nouvelle sur la Death Star, là, les Gunners. Et alors lui, par contre, c'est un écrivain depuis 2004 quand même. Il a écrit énormément de romans et de recueils de nouvelles également. Et dans les romans, il y a pas mal de romans young adultes notamment qui ont eu des prix assez importants. Tu vois, par exemple, il y a son plus connu et récompensé, c'est le young adult Fake ID qui est sorti en 2014. Son suivant, la Endangered, aussi en 2016, ils ont été très très remarqués. Et ouais, donc c'est une petite dizaine de romans quand même en tout, donc c'est pas un débutant non plus. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il y a des petits liens avec Star Wars quand même dans ces romans hors Star Wars. Pour Fake ID, donc son best-seller, on peut dire, son roman le plus connu, il dit s'être inspiré de l'écriture d'une œuvre de Steve Barnes. Et je sais pas si tu te rappelles, mais Steve Barnes, c'est lui qui a écrit le Glass Abyss récemment. Ouais. Le Cestus Deception dans le Legends. Et pour son recueil de nouvelles, donc, qui s'appelle Fresh Ink, donc Gilles, il est que l'éditeur de ce recueil-là. Et, par contre, il a invité plein d'auteurs, dont Daniel Rosolder, donc pour une des nouvelles de ce recueil-là, qui s'appelle Fresh Ink. Donc c'est des petits liens comme ça entre auteurs de Star Wars
mais qui ne font pas du Star Wars, qui font autre chose, quoi. Donc c'était rigolo, quoi. Ouais, ça a l'air d'être un. J'ai écouté une entrevue de lui, puis il faut choisir laquelle on va écouter parce qu'honnêtement, il a fait une tournée médiatique. Là, il a donné beaucoup d'entrevues pour ce roman-là. Donc, je vous invite quand même, c'est intéressant de voir ses inspirations, tout ça, même le processus de création sur OK, qu'est-ce que Lucasfilm va accepter, à quel point je vais trop loin ou pas. Lui, c'est un gars qui voulait faire quelque chose de style militaire parce qu'il évolue dans un environnement avec entre une base de l'armée et une base de la marine américaine. Donc, c'est très, très dans l'environnement militaire américain. Fait que c'est ça. Je vous invite quand même à aller l'écouter. Puis, je disais tout ça pour dire que ça a l'air d'être un fan de Star Wars. À la base, là, on s'entend, là, c'est pas quelqu'un qui... et en plus, un fan de la Bad Batch. Donc, évidemment, lui, il était enchanté quand il a appris que ça allait être ça, sa commande, on va dire. Là. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est sûr que ça aide. Là, si ça avait été quelqu'un qui les aime pas. Fait que voilà, mais je vous invite à aller l'écouter. C'est quand même un gars intéressant. Après, reste à voir si le résultat est à la hauteur de ce que lui dit, en tout cas dans les entrevues, dit vouloir faire avec ce roman-là. Ouais. Je ne sais pas si vous aviez... j'avais rien à dire sur l'audiobook. On va essayer de faire court au niveau audiobook. Hein. C'est vrai que je pense que Philippe a adoré. Il voulait vraiment chanter les louanges de la production de l'audiobook. En fait, je ne sais pas si on en parlait maintenant ou quand on faisait nos avis, mais alors moi, je l'ai écouté effectivement. Je l'ai même racheté du coup après en e-book parce que l'audiobook, j'ai eu beaucoup de mal à le terminer. Pas pour les qualités du roman dont on reparlera sans doute après, mais je trouve que Mark Thompson, en fait, qui est quand même la voix normalement des romans Star Wars, en fait, là, moi, il m'a tué l'expérience. En fait, il a voulu, je le vois vraiment, il a voulu imiter en fait les voix de la série. C'est too much en fait. Autant ça fonctionne, ça fonctionne un peu sur Hunter et Wrecker, autant sur Omega, mais c'est c'est insupportable. Sur Omega. Tech et Omega, c'est juste insupportable et en fait, on a l'impression d'écouter en fait une imitation forcée. Et c'est dommage parce que c'est quand même un roman, je pense que ça a dû plaire à Jean certains passages quand même, parce qu'il y a quand même du cœur, il y a de l'émotion, des relations humaines et tout ça, et je trouve que du coup ça pète le truc en fait. Donc voilà, c'était juste la critique sur le roman. Tu l'as pas terminé à l'audio et t'as acheté... Ah si, je l'ai fini, mais en fait je l'ai repris en e-book pour me replonger dedans et bien, et parce que je me suis dit ça va m'influencer négativement sur le reste du livre. Bon, ça va pas changer grand chose, mais quand même. C'est ça, j'allais dire, on va voir, on peut garder ça comme punch de la fin, là, voir si ça a changé quelque chose. Bon, dommage. Écoute, moi, c'est ça que tu m'avais... moi, je l'ai écouté plus tard que vous, puis c'est ça, tu m'avais un peu prévenu, fait que je me demandais à quoi tu faisais référence, mais effectivement, tu sais, quand tu disais que c'était une catastrophe, l'audiobook, mais effectivement, j'ai remarqué aussi qu'Omega, puis c'est même inégal, j'ai trouvé, que d'un chapitre à l'autre, par exemple, là, à un moment donné, j'étais sûr que c'était pas Omega qui parlait. Ah oui, à ce point-là. Je trouvais qu'elle sonnait pas pareil. Puis finalement, c'était elle. Mais c'est ça. Ouais, Omega, puis Tech aussi, je trouve qu'on le reconnaît pas. Mais tu as raison, Wrecker, puis Hunter. C'est pas mal. Limite exactement les mêmes voix que dans la série. Mais parce que c'est des voix en fait d'adultes un peu viriles et masculines comme ça, donc donc il a l'habitude de faire ça, mais quand tu fais une voix de femme enfant en plus, et c'est vrai qu'elle a une voix un peu particulière Omega, là ça c'est pénible. Puis elle parle beaucoup en plus. C'est la limite de ce concept-là, parce que tu sais, certains disent t'as juste à. Parce qu'il y a plein d'autres audiobooks qui n'adaptent pas les voix, tu sais, que c'est un narrateur qui lit le livre. Mais effectivement, les audiobooks Star Wars, c'est un niveau de production un peu plus complexe. Mais prendre un homme adulte puis transformer sa voix pour que ça sonne comme une jeune fille, c'est ça. C'est toujours un peu casse-gueule. Mais des fois, on fait la critique inverse. Alors, je me souviens souvent, Danny, qui s'y connaît beaucoup plus que moi là, en son, en édition de son, tout ça, disait que les narratrices transformaient leur voix pour que ça ait l'air d'un homme adulte. Lui, il trouvait que c'était rarement réussi. Oui, dans les deux sens. Plus facile dans l'autre sens. Voilà, fait que je voulais pas qu'on s'éternise non plus sur l'audio. Je veux qu'on attaque, parce que c'est ça, tout est dans l'histoire dans ce roman-là. Là, je sens que Philippe se retient pour dire quelle histoire. Mais bon, voilà, sans spoiler, je vous demandais votre avis. Justement, restons sur toi, Philippe.
sans spoiler, comment tu as apprécié ta lecture? Alors, je suis comme toi, je suis un peu circonspect, c'est-à-dire que je sais pas à quoi penser du roman. Il y a des choses que j'ai appréciées, mais en fait, il y a tellement de réserves que du coup, voilà. En fait, l'histoire fonctionne. Je trouve, en fait, l'histoire fonctionne d'un point de vue global. C'est pour les gens qui aiment la Bad Batch, en fait, c'est de la Bad Batch pur jus, en fait, pour avoir vu toutes les saisons et tout ça. Je fais un bisou d'ailleurs à Loïc, hein, parce que en fait, je trouve que le roman est quand même mieux que l'ensemble de la saison 3, donc ça devrait lui plaire. Non, c'est une petite pique, mais sur voilà, sur le style littéraire et sur le format audio dont on a parlé, moi j'ai eu quand même vachement plus de mal. On va le dire après, j'imagine Jean va en parler, mais effectivement tu as dit on est après l'épisode 3 de la saison 13 de la saison 2, l'équipe elle est sur Pabou en fait, et donc elle prend une double mission, et puis finalement à partir de là, ça part en fait comme un épisode de la Bad Batch, action, poursuite, infiltration, des embuscades, des gros monstres en fait. C'est du pur Bad Batch, mais dans le bon et dans le mauvais côté des choses. J'ai bien aimé par contre les antagonistes. Je trouvais que c'était pas mal qu'on ait l'ISB en fait qui arrive. Ça donne un petit côté un peu Andorre, hein, avec des guillemets à la mission. Par contre, j'ai vachement eu de mal du coup à rentrer dans l'histoire. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est très lent, mais très très lent au départ. Et en fait, c'est très télévisuel, c'est-à-dire que l'auteur, en fait, il a un style qui est très direct, très simple. Et en fait, j'ai eu l'impression de lire en fait un script d'un dialogué en fait d'une série, c'est-à-dire que j'ai trouvé que vraiment on avait comme si je lisais en fait le synopsis en fait de la série avec ou en tout cas le script de la série, voilà, dialogué. Dans les dialogues, il y a souvent ça de l'échange de dialogue entre personnages et très peu de, mettons, Wrecker said ou tu sais, juste le petit bout qui dit tel personnage a répondu, en tout cas. Et ça s'entend d'autant plus à l'audio. Un petit peu, ouais. Ouais, pardon Francis. Ouais. Et puis ça s'entend d'autant plus à l'audio que du coup, comme il y a le narrateur qui change les voix, en fait, on a ces dialogues qui rebondissent. Et justement, parlant de rebondissement, je trouvais que c'était, c'était assez prévu en fait. J'ai trouvé que le détail des émotions en fait, quand il y a quand même une relation qui se crée entre Tech et Finn et qu'on connaît dans la série et qui devrait être vachement en plus avoir un dénouement. Plutôt pas heureux, hein, pour ceux qui ont vu la série. En fait, c'est expliqué, c'est pas suggéré. Enfin, je sais pas comment le dire autrement, mais en fait, tout est décrit, en fait. Et ça m'a beaucoup gêné. Il y a quelques belles choses. J'ai bien aimé parce que bon, ça explore tout ce qu'on a déjà vu sur la fatigue émotionnelle des clones. On pousse un peu loin la relation entre Tech et Phi qu'on n'avait pas assez peut-être dans la série. Omega, elle est comme d'hab hyper active. Voilà. Et puis il y a les thèmes de la Bad Batch, quoi. La famille, la résilience, quel côté il faut choisir, etc. Il faut aider quand tout le monde est perdu. Voilà. Donc en fait, en gros, si on est fan de la série, je pense qu'on y retrouve les codes, les personnages, l'ambiance. Ça, il y a pas de souci. C'est assez complémentaire avec l'univers, mais en fait la grande question qui se pose, c'est à qui s'adresse le roman, parce qu'en fait si on cherche une œuvre littéraire Star Wars, que Jean l'a dit tout à l'heure, il y a plein d'autres livres en fait à lire qui sont bien meilleurs, ne serait-ce que ce qu'on a critiqué la dernière fois, Cheminante, qui est quand même bien mieux. En fait, si je devais choisir sur une même période en fait un livre à lire. Et voilà, donc c'est pas une grande œuvre littéraire Star Wars. Si on est hermétique à la Bad Batch, c'est pas ça qui va convaincre de s'y mettre en fait, hein, très très personnellement. Voilà, bon, donc en fait je sais, c'est bof, voilà. Ouais, peut dire plus que ça. De ton côté, Jean? Là, je viens de me rendre compte qu'on a oublié de parler de la cover artiste, et comme ça sera un de mes rares bons points, la cover du bouquin. Ah ouais, écoute, on peut l'aborder là. Ouais. Viteuf, parce que j'ai beaucoup aimé. Cette cover est dessinée par Marie Bergeron. Genre les couleurs choisies, je trouve ça donne un côté crépusculaire qui est vraiment très très beau. Ouais. Ça fait moins Bad Batch. Ça fait moins Bad Batch, et de toute façon est passé de Wayseeker qui a été faite par IA ou presque à ça. Voilà, niveau cover en tout cas là, un super taf. Là, effectivement, c'est une œuvre. T'as raison. C'est très belle la couverture. Cheminante, c'était un échec tout simplement. Et puis ils ont pas fait la connerie. Le stagiaire Photoshop. Ouais, Photoshop, IA, je sais pas, mais c'était très moche. Ils ont pas fait la connerie là de mettre The Bad Batch en avant. C'est vraiment Sanctuary le titre, et c'est un détail à la con, hein, mais moi c'est un petit détail que j'aime bien. Bad Batch Nova, je trouve ça super. Exactement ce qu'on reprochait à Wayseeker.
Exactement. Moi, j'aurais adoré The Acolyte Novel, tu vois, plutôt que The Acolyte en gros. Bref, c'est vraiment des détails. Mais... et Marie Bergeron, d'ailleurs, moi, je vous invite à aller la voir sur son site internet. Je crois qu'il y a un site dédié. Marie Bergeron. Elle est ultra variée. Elle fait pas que du Star Wars. Elle a fait plein de trucs sur les studios Ghibli, les jeux vidéo comme t'as Zelda, Red Dead, Dune, Marvel. Enfin, c'est un truc de fou. Même des réals comme Wes Anderson, Bong Joon-ho, tout ça, quoi. Guy Ritchie. Il y a même du Rebel Moon, là, les deux chefs-d'œuvre de Zack Snyder. Est-ce que tu sais quelle nationalité? C'est une Française ou une Québécoise? C'est vrai que le Bergeron, ça fait francophone, mais ça fait très francophone. Ouais. Donc c'est pour ça que je pose la question. Ouais. Non, je suis pas allé jusqu'à trouver sa nationalité. Donc, on regarde. Et par contre, elle a fait dans Star Wars du Mandalorian, du Force Awakens, mais plus remarquable, elle a fait des affiches de propagande. Tu sais qu'on retrouve on en avait parlé de ce beau livre Propaganda. C'est un livre qui est sorti en 2015-2016. Ouais. Il n'a jamais été traduit, probablement parce que les gens se disaient qu'est-ce qu'il y a, c'est juste des affiches, donc juste des titres à traduire, c'est un peu. Mais ça fait que dans la communauté francophone, il est moins connu, effectivement. Ouais, c'est des super posters univers de propagande pro-Empire, pro-First Order. D'accord, jamais entendu parler, tu vois. History of Persuasive Art in a Galaxy, le sous-titre Propaganda. Donc elle a fait pas mal d'affiches là-dessus, donc je big up à elle. Et pour aborder la critique du roman, déjà, il faut parler, tu disais un petit peu de la série Bad Batch. Malheureusement, moi, je suis pas vraiment attaché à la série Bad Batch. Tu vois, la saison 3, elle m'a complètement perdu, tu vois. À la limite, saison 1 et 2, ça passait encore. La saison 3, je l'ai regardée en vitesse accélérée, tellement je m'ennuyais devant. Donc, je suis vraiment désolé, mais bon, ça t'accroche à des trucs et pas d'autres. Je te confirme que c'est une Québécoise. C'est une Québécoise, c'est une Montréalaise, pour être plus précis. Excellent. Personne n'est parfaite, oui, c'est ça, c'est une Québécoise, mais c'est une Montréalaise. Et ouais, donc The Bad Batch, ce qui m'embête, c'est la faute. Les péripéties sont pas vraiment intéressantes. Les personnages sont pas vraiment, ont pas vraiment de profondeur, je trouve. Et encore, c'est pas le moins pire quand ils sont carrément irritants, comme Omega ou Wrecker. Moi, Wrecker, c'est pareil. C'est un personnage qui me sort par les yeux. Alors, on le verra dans le bouquin. Il est très très bien retranscrit parce qu'il m'a tout autant sorti par les yeux dans ce bouquin-là. Ah oui? Je trouve qu'il est quand même beaucoup mieux dans le roman que dans la série. Ouais, Ah oui, il est quand même plus nuancé dans le roman que dans la série, quoi. On y reviendra, là, je sens ton enthousiasme pour en discuter. Pas d'accord. Pas d'accord du tout. Ces interventions, c'est pour parler de bouffe et voilà. Voilà, donc c'est très cliché comme ça peut faire rigoler les gens, mais bon, ça m'a un peu sorti du truc, quoi. Si, c'est peut-être sur la fin, allez. Sur la fin, quand il y a un peu d'action, quand même. Mais bon, ça. Et Omega, surpris de voir qu'elle n'est pas tant présente que ça, donc elle prend pas toute la couverture à elle. Je trouve qu'elle fait dans la série, en fait. Donc là, ça va. Et c'est marrant, j'ai pas retenu ça au niveau voix. Alors oui, c'est pas la voix de la doubleuse, c'est une doubleuse néo-zélandaise en plus dans la série et je trouve que c'est une voix magnifique. Je trouve que le truc que j'adore chez Omega, c'est pas un personnage que j'apprécie plus que ça, mais sa voix, en tout cas, elle me plaît beaucoup dans la série et très triste de voir que Mark Thompson il essaie de faire un espèce d'accent anglais, mais qui je sais pas, qui fonctionne pas des masses. Par contre, Tech, alors je me rappelle plus de sa voix du tout dans la série, mais je trouve que dans le bouquin ça allait de bout en bout, quoi. Enfin, Tech, Hunter et Wrecker. Il a une voix très robotique en fait. Ouais. Dans la série, tu parles? Dans le roman audio, mais dans la série aussi un petit peu. J'ai pas tilté, tu vois. Une voix plus douce, ouais. Presque féminin, je trouve. Ouais. Ça va pas choquer plus que ça. Mais voilà. Et donc, ouais, par contre, ce qui était cool dans Bad Batch, c'était le développement autour des clones et Stormtrooper, la transition entre les deux, et tous les épisodes de Palpatine, évidemment. Tous les épisodes lore, plus que The Bad Batch, en fait, c'était vachement plus intéressant. Leur Star en fait, la saison 1, quoi. Ouais, en gros, c'est ça. Voilà. Et donc, voilà, qu'attendre d'un roman The Bad Batch quand t'as pas aimé la série? Est-ce que ça va être un super long épisode de 11 heures, quoi? Parce que bon, ça fait ça, c'est plus ou moins ça, le bouquin, c'est un long épisode de 11 heures. Et je m'attendais à une surprise. Franchement, je suis pas parti défaitiste. J'ouvre le bouquin, je me suis dit, allez, peut-être que voilà, c'est un roman adulte. Tu m'avais dit, Francis, que c'était un roman adulte, pas un roman jeunesse. Donc, je me suis dit, allez, peut-être qu'il va relever le niveau, Lamar Giles, là. Et après la première lecture, c'était une grosse déception. En fait, je trouve pas que le livre est mauvais en soi. Niveau écriture, je trouve que Lamar Giles, il fait le job, pas de problème. J'ai pas eu de problème, comme vous mentionnez plus tôt, là, de script retranscrit. Moi, justement, le fait que ce soit l'audio et que les voix sont parfaitement retranscrites comme ce que je me rappelais des séries, des saisons, ça me choquait pas. Les échanges en dialogue et tout, ça allait. Donc, ouais, l'écriture, ça allait. Elle était fluide, il n'y a pas de problème. Tu suis bien l'histoire et tout. C'est plus dans le fond, en fait. Donc, c'est un gros épisode de 11 heures.
Donc là, tu l'as dit, qui se déroule après c'est quoi, saison 2, après épisode 13, voilà, c'est ça. Et j'ai ressenti un ennui, mais tellement, mais genre total, en lisant ce livre. Il a fallu me pousser au cul pour pouvoir continuer. Et en fait, en ça, je me disais, à la fin, en réfléchissant un petit peu à froid sur le bouquin, c'est peut-être un bon point, en fait. On ressent exactement les mêmes émotions que sur la série. Enfin, les émotions, la seule émotion que j'ai ressentie, quoi, l'ennui profond, mais au moins, c'est le même ressenti, quoi. Et je me dis que, en fait, il a fait le taf, quoi, Lamar. Donc, comme tu disais, Philippe, peut-être que ceux qui ont adoré la série, ils se retrouveront dans ce bouquin-là. Et tu vois, je l'avais marqué que c'était un format épisode rallongé, en fait. Donc j'ai même sentiment c'est un que toi. filler de 12 heures. C'est un épisode filler de 12 heures. C'est ça. Et tu parlais d'émotions aussi. Moi, alors, on le verra, oui, il y a des romances, oui, il y a des relations de personnages, mais je trouve que là, il manque clairement d'émotions dans ce bouquin. J'ai pas eu un seul chill, une seule émotion, en fait. L'électrocardiogramme est resté plat du long pendant les deux lectures, parce que, en fait, j'ai relu le bouquin après. Alors, la deuxième lecture s'est mieux passée parce que, effectivement, tu t'attends à certaines péripéties, à retournement de situation, tout ça. Mais ouais, et j'avais des pans je l'avais dit, ça à Francis en off, mais il y avait des pans de la première lecture de l'histoire que j'avais complètement zappé, complètement oublié, en fait, et j'arrivais pas à rester concentré sur le bouquin, et ça m'arrive très rarement. Quand j'ai un audiobook, généralement, ça passe, et en alternance, j'avais un autre audiobook Star Wars, du Legends, là, qui était excellent à côté, et je pouvais plus décrocher, et j'avais celui-là, j'allais à 1 heure, allez, une autre heure, et tout, et j'arrivais pas. C'est très très dur. Mais je pense que ça vient du style. Hein. Tu dis qu'il fait le job. Moi, effectivement, mais parce qu'il a un style très télévisuel et très très clinique en fait. C'est direct, c'est simple en fait, et du coup, ça en devient presque plat parfois. Et notamment, du coup, quand il parle des émotions, ça s'en ressent parce que t'as pas d'émotion quand on parle d'émotion, et c'est là où tu rentres pas dans le truc en fait. Enfin, pour moi, en tout cas, ça a fonctionné comme ça. On tombera plus dans les détails, surtout au niveau de la finale, au niveau émotion. Il y en a qui en ont pratiquement pleuré de ce que j'ai lu dans certaines critiques. Donc, bon, on en parlera. Parce que c'était la fin du livre. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, je suis d'accord avec vous. Jean, as-tu autre chose je vais quand même finir sur quelques points positifs quand même. Alors, l'audiobook m'a plu, Mark Thompson m'a plu de manière générale, sauf Omega, effectivement. Alors, pareil, Omega, je m'attendais à pire quand tu me l'avais, pareil, en off, dit Philippe. Omega est ultra chiante, alors effectivement, au début. Et je sais pas si après j'ai pris le pli ou quoi, mais ça m'a pas dérangé plus que ça, quoi. Encore une fois, malgré le manque d'accent néo-zélandais qui me plaisait bien. Et c'est dommage, c'est Selmino, justement, il nous disait que ça aurait été cool que l'audiobook, au lieu qu'il soit narré par Mark Thompson, qu'il soit plutôt narré par le doubleur des clones des séries Star Wars. Dont The Bad Batch, quoi, et The Clone Wars, tout ça, je sais plus comment il s'appelle, Dee Bradley, quelque chose. Ça aurait été cool, tu vois, ça aurait été l'occasion, mais bon. De manière générale, c'est quand même plutôt cool. Tout ce qui est son et musique, c'était quand même plutôt sympa. Et en positif, le scroll du début, il est rigolo, tu vois, en mode très feuilleton. C'était très The Clone Wars, non, les résumés de début d'épisode de The Clone Wars en mode Hello, the Bad Batch is up, en mode propagande. The Clone Wars à l'époque, là. Voilà, donc ça c'était rigolo. Il y a plein de clins d'œil ici ou là, donc la série The Bad Batch, mais pas que. Et on adore noter ça, hein, les clins d'œil et les références dans la Haute République, par exemple. Mais là, comme beaucoup de liens sont avec la série, là, des noms de personnages, par exemple, j'étais moins au taquet, j'avoue, quoi. Ouais. Et voilà, bon, je vais arrêter là, je vais pas être plus méchant que ça. Je suis vraiment désolé si vous avez apprécié le bouquin, mais c'est pas un mauvais livre, encore une fois, je pense que... allez, fais pénitence. Non, mais voilà, je pense que les fans comme Loïc, j'ai hâte d'avoir son avis, s'il lit le bouquin un jour. Je pense qu'ils apprécieront le bouquin. Ouais. Écoute, je répéterai pas tout ce que vous avez dit. Moi, je suis assez d'accord avec comme Philippe, c'est bof, c'est ni mauvais ni excellent. Et je crois que ça va être un roman clivant parce qu'il va dépendre beaucoup, on pourrait dire, de l'appréciation de la série de Bad Batch, mais non. Je suis même pas sûr de ça, parce que tu fais référence, par exemple, à Loïc et plusieurs autres personnes qui ont apprécié dans The Bad Batch, non pas les personnages de la Bad Batch en tant que telle, l'équipe, mais tout le lore de la période, la construction de l'Empire, le passage clone, Stormtrooper, etc., etc. Là, ici, on n'a pas ça. On n'est pas là-dedans du tout. On est vraiment sur les personnages. Et donc, si vous n'appréciez pas les personnages de la Bad Batch, en plus, vous enlevez Crosshair, qui est quand même le plus important, le plus intéressant. Qui apporte une certaine couleur à la série. Là, Crosshair est
absent, c'est pas un gros spoiler de le dire, là. Crosshair est absent du roman. Donc voilà, puis même chose, comment il s'appelle l'autre, là, 5, c'est ça, 5, le clone là, qui était dans The Clone Wars, puis qui les a rejoints. Là. C'est pas Echo, donc qui est mort. Echo, ouais, excuse-moi, Echo. Ouais, 5, c'est celui qui avait la puce là, qui avait déconné. Bref, fait que c'est ça, je suis pas sûr. C'est pour ça que je dis très clivant, puis je suis allé lire beaucoup de critiques sur les différents sites là, et applications de lecture. Et autant les gens, c'est du 5 étoiles, c'est excellent, blablabla, puis vraiment, mais tu sais, ça, c'est des gens, tu le lis tout de suite dans les commentaires qui aiment beaucoup la série de Bad Batch. Et vice-versa, tu as ceux pour qui pure perte de temps, etc. Fait que je vois peu d'entre-deux. Donc, c'est malheureux. Ça sera certainement pas, tu sais, la fameuse question, quel roman vous conseillez à quelqu'un qui n'a jamais lu de roman Star Wars? Ben, pas celui-là. Commence pas par Sanctuary. Sinon, je peux peut-être parler dans ce que vous n'avez pas abordé, c'est, tu sais, les intentions de l'auteur, comme je vous ai dit, là, qui explique en entrevue, versus le résultat final. Justement, il voulait quelque chose de beaucoup plus adulte. Je crois que Lucasfilm lui a mis la pédale douce sur plusieurs choses, au niveau violence et compagnie, et comportement des personnages. Sinon, il voulait complexifier les personnages. Donc, effectivement, ils sont quand même très caricaturaux dans The Bad Batch. Hein. C'est du Dave Filoni, donc on n'est pas dans la subtilité. Tu as la grosse brute épaisse. Tu as Wrecker, le chef d'équipe, qui a un sixième sens pratiquement, etc. Là, il a voulu les complexifier, mais moi, j'ai trouvé que ça donne l'impression que quand on dit out of character, donc le personnage mal personnifié, mal retranscrit, dans le sens que là, on a Wrecker qui a des réactions plus de Hunter à certains moments, on a Hunter qui a des réactions plus de Wrecker, on a Tech qui se la joue, qui drague, donc qui est vraiment là... en mode lover. Ouais, lover, mais lover... un informaticien, là. Toutes mes excuses à Tom et aux élèves de Tom là, à l'université en informatique, mais non, mais c'est ça. Fait que c'est des côtés de ces personnages-là qu'on ne connaît pas dans la série. Fait qu'on pourrait dire, c'est positif, tout ça. Mais effectivement, ça nous donne l'impression un peu, c'est pas du tout lui dans la série, il agit pas comme ça. Tu sais, là, c'est ça, on a carrément Wrecker qui vient rationaliser puis calmer Hunter. Qui, lui, là, est hors de contrôle et hors de lui, etc. Tu sais, en tout cas, des choses comme ça que j'ai trouvé assez étranges. Sur les vilains, entre guillemets, sur les personnages là, de mauvaise foi, on va dire, j'ai trouvé ça intéressant. Après, est-ce que c'est des vilains qu'on aurait voulu revoir dans d'autres histoires, dans une suite ou peu importe? Pas certain. Pas certain non plus, mais c'est intéressant. Par contre, ils prennent une énorme place, je trouve, dans le roman. Le temps qui est consacré aux vilains de l'histoire est énorme. Pour moi, c'est vraiment, tu sais, quand je dis un filler de 12 minutes, mais il aurait pu, de 12 heures, mais il aurait pu faire 6 heures, puis pour moi, le résultat aurait été le même. Vraiment, je trouve que les trois premiers quarts du roman sont presque superflus. Là. C'est très long. Très long. Une introduction de 8 heures, là. Je suis désolé, là, mais... surtout les vilains. Tu parles des vilains, mais il y a des vilains qui vont avoir une espèce de redondance, tu vois, une espèce de ritournelle qui va... Enfin, ils vont pas évoluer plus que ça, ils vont toujours faire la même chose. T'es là, mais avancer. Mais parce que si vous regardez la série, en fait, est-ce qu'il y a vraiment des vilains antagonistes marquants dans la série, en fait? T'en as pas tant que ça, en fait. En fait, donc il faut inventer un truc, en fait, il faut trouver, en fait, enfin, tu construis un roman, bon, voilà, donc je pense qu'il a dû... Il a dû ramer quand même pour aller trouver, en fait, un bon antagoniste, en fait. Ouais, tu sais, puis on est encore dans une histoire de, comme tu disais, de BSI, Bureau de sécurité impériale, donc les renseignements, et d'espions. Donc, effectivement, on pourrait dire, OK, on est comme la série Andor ou comme le Masque de la Peur, le Reign of the Empire. Fait que ça peut être très, très positif. Mais ici, c'est des anciens espions séparatistes, mais là, devenus impériaux. En tout cas, c'est... Ah ouais? Écoute, j'ai pas donné de nom, puis il y a quand même beaucoup de personnages espions dans cette histoire-là. Mais c'est ça. Moi, je trouve que le résultat, c'est que c'était plein de belles intentions, mais que le résultat est bof, assez moyen. Moi, ça m'a pas
fait apprécier la Bad Batch. C'est pas, par exemple, pour prendre une image d'autres œuvres que beaucoup de gens connaissent, c'est pas catalyseur pour Rogue One. Okay? Le roman Catalyst qui sublimait votre expérience de Rogue One. Là, ça va pas sublimer votre écoute de la Bad Batch. Voilà, je rebondis sur ça justement. C'est ça, j'aurais espéré que Lamar Gill me fasse adhérer à la Bad Batch et me fasse apprécier ce que le comics, la première partie du comics m'a fait un petit peu, tu vois, c'est une petite histoire aussi un peu random, mais que j'ai beaucoup apprécié, beaucoup plus que ce roman-là, et c'est ça, quoi, je m'attendais à quelque chose qui transcende un petit peu la série, et c'est pas le cas, malheureusement. Ouais, c'est pas une mauvaise idée de mentionner qu'en ce moment, en anglais, puis ça va venir très bientôt en français, on a 2 séries de comics, en tout cas, ils se chevauchent pas, là, une après l'autre, 2 mini-séries de comics sur la Bad Batch. Là, on a un roman sur la Bad Batch. Écoute, je sais pas, là, Lucasfilm a dit « Ah ouais, go, la Bad Batch », là, et pendant tout ce temps-là, je vous rappelle qu'on n'a encore rien eu du tout d'inédit sur le Mandalorian. Ouais, c'est vrai, c'est un petit mot. En littérature. Quand je dis rien, c'est zéro. Mais c'est vrai, ça. Maintenant que tu le dis. Absolument à rien. Ahsoka, on a eu un roman. On n'a pas eu de BD non plus ou quoi que ce soit du genre. Un roman qui datait d'avant. On est déjà avec 2 mini-séries de comics, un roman sur la Bad Batch. Écoute, mais peut-être, comme je vous dis, j'ai vu énormément de critiques ultra positives de gens qui adorent la Bad Batch. Peut-être que c'est nous qui sommes pas le public cible. Ouais, peut-être. C'est possible. Mais voilà. Mais le petit côté Hunter bizarre aussi, par contre, il y a des fans de la Bad Batch qui ont dit non, ça c'est pas du tout Hunter. Fait qu'on y reviendra à partie spoilers, là, mais il y a un moment, là, Hunter il perd les pédales, ou en tout cas, il sort complètement de sa caractérisation. Il est un peu tourmenté, le monsieur, quand même. Ouais, exact. Donc voilà, je vois le temps qui file. On va partir en partie spoilers. Avant ça, messieurs, si je vous demandais de donner une note à votre expérience de Sanctuary. Vas-y. Allons-y avec Philippe, tiens. C'est très compliqué. J'hésite entre 9 et 10, en fait. Le choix de réponse à relation amoureuse, puis là, la personne répond c'est le statut Facebook, it's complicated. Ouais, je dirais 9. Sur 20? Ouais, sur 20, ouais. Donc, c'est sous la note de passage, peu importe. Mais parce que vraiment, 9-10, en fait, j'ai trouvé ça moins bon que Glass Abyss, en fait, et je n'ai pas aimé Glass Abyss. Donc, effectivement, c'est une référence intéressante parce que, comme Jean disait, là, il s'est inspiré de Steve Barnes. Alors, non, il s'est inspiré de l'écriture de Steve Barnes, mais il ne mentionne pas le roman The Glass Abyss. Ça doit être Steve Barnes pour un autre roman hors Star Wars, je pense. Ouais, il en avait fait dans les légendes, il me semble. Ouais, je sais si tu sais. Je maintiens mon 9, donc. Ok. Donc, déjà. Pour faire des comparaisons avec d'autres romans Star Wars, justement, moi je préfère des romans qui m'énervent, comme Jedi Battlescar là, de Sam Maggs, ou qui me perdent complètement, comme les Throne Ascendancy, tu vois, mais qu'au moins qui te fassent ressentir quelque chose, quoi. Alors que là, encore une fois, c'était l'ennui profond, donc zéro émotion. Donc, Philippe, j'ai joué avec les mots, et quand tu m'as demandé mon avis pendant la lecture, et comme tu sais, je donne jamais mon avis pendant la lecture, je préfère attendre d'être en émission pour le... Alors, j'essaie de te dire que j'avais adoré, que j'avais été surpris, qu'il sera dans mon top et tout. Alors, techniquement, ouais, j'ai été surpris par son ennui total de ce bouquin. Et il sera dans le top 3, dans le top de mes pires romans Star Wars du canon. Ah ouais, à ce point-là. Ben, je crois qu'il va même dépasser le Battlescar, parce que le Battlescar, au moins, il y avait de la romance, il y avait du cul, que Sanctuary n'a pas. Donc, il n'y a plus rien. Ouais. C'est vrai que tant qu'à faire un roman adulte sur des personnages d'une série quand même un peu plus jeunesse, ça aurait été drôle qu'ils en profitent pour ça. Mais bon. Un peu comme ce qu'il avait fait avec Kanan dans Une Nouvelle Ode. Ouais, carrément. Ils allaient loin en plus. Ouais. Là, pareil, la tech, il aurait pu aller plus loin. La romance en tech et filles, c'est vraiment... c'est pas top. Donc, ouais, je l'ai mis en 8 sur 20. Donc, c'est la nouveau top 1, enfin flop 1 du coup. Du top 1, carrément, c'est le pire. C'est le pire, ouais. Désolé. Je suis désolé. Et encore une fois, je sauve la couverture de Marie Bergeron. Franchement, oui. Magnifique. Oui, ça, par contre, effectivement. Moi, je vais être un peu, peut-être pas entre vous deux en note, là, mais dans le même range, mais je vais peut-être mentionner une chose qu'on n'a pas dit, qui vient de me revenir, qui est positive, justement, c'est l'aspect scène d'action.
Tu l'as dit un peu, c'était très télévisuel. Effectivement, il voulait un roman d'action. Moi, comme je disais, ben, c'est plate parce que l'action commence à la 9e ou 10e heure d'écoute sur 12. Mais les scènes d'action sont très bien. La fin est très, très action et très bien. Bon, on reviendra sur la vraie fin, là, épilogue, on va dire, là, qui bon, côté structure, là, j'ai trouvé que c'était moyen. Mais ouais, les scènes d'action, j'ai trouvé que c'était très bien. Ça, il faut lui donner, je trouve. Oui, oui. C'est juste que quand tu me dis j'ai voulu faire un roman d'action, puis qu'il n'y a pas d'action avant au moins le 3/4, et, je sais pas, là, où il y a trop de choses qui ont été charcutées dans la section action, puis ils ont tous gardé le reste introduction. Tu sais. Un petit peu au début aussi, tu sais, sur la... Ouais, c'est ce que j'allais te dire. En fait, au début, tu as quand même une grosse bestiole, c'est la Bad Batch. C'est vrai. Donc, voilà. Mais tu vois, je l'avais oublié déjà. Parce que j'ai eu 8 heures pour l'oublier avant que ça commence. Et donc, tu dis comment? Fait que moi, tu vois, je vais lui donner un 11 sur 20. Fait que c'est rare que je donne des meilleures notes que vous. Mais c'est ça. Moi, je le mets en égalité avec Crimson's Climb, D.K. Johnston. Ah oui. C'est ça. Roman qui avait du potentiel, qui est malheureusement gâché par certains éléments. Fait que voilà. Ça donne quoi une moyenne de 9, de 9,5. C'est ça. Ça ne sera pas le succès de Joe, mais dans les commentaires, dites-nous si vous avez apprécié ce roman-là. J'espère qu'on ne découragera pas des gens qui, justement, seraient fans de la Bad Batch. Non, allez-y, franchement, allez-y. Ah oui, non, si on est fan de la Bad Batch, il faut y aller. Avec les armures, c'est quand même... il y en a qui ont été séduits par ce stuff-là de Dave Filoni, donc... voilà. Donc, on va mettre un petit avertissement spoilers. Yes. Comme je vous dis à chaque fois, ben, moi, je vous invite quand même à rester avec nous parce que, bon, le temps qu'il soit traduit, qu'il sorte en français, que vous le procuriez et que vous le lisiez, je doute que ce qu'on va vous dire dans l'émission, là, soit encore frais dans votre esprit rendu à votre lecture en français. Nous, on oublie le roman quand même. Sinon, c'est ça. Vous le mettez pause et vous revenez dans plusieurs mois réécouter le reste de l'émission. Donc, avant de passer aux avis, Jean, est-ce que tu peux nous faire un résumé rapide? Je mets l'accent sur rapide, dans le sens où déjà le roman, c'est beaucoup d'aller-retour, que je considère inutile. Quand je disais, là, il aurait pu faire 6 heures au lieu de 12. Donc, en termes de résumé spoiler, je ne suis pas sûr que c'est la peine de donner toutes les 1001 petits événements, péripéties qui arrivent là-dedans. De toute façon, ben, justement, en faisant le résumé, j'ai beaucoup aimé faire ce résumé-là parce que ça m'a rappelé pas mal de points importants et ça m'a fait skipper pas mal de points d'autres aussi. Et je me dis, peut-être tu serais résumé, comme tu le dis, ouais, complètement, de 12 heures à 6 heures, mais plus condensé sur une plus petite péripétie, ça aurait été plus intéressant. Parce qu'au final, quand tu lis résumé spoiler, c'est sympa. Franchement, ça a l'air sympa. Ah, ok, ben, excellent. Fais les voix, puis comme ça, c'est parfait. On donne plus que 8 sur 20 à ton résumé spoiler. Je me sens à remonter la note. On va en parler un peu et vous allez me faire remonter la note. Mais ouais, allez. Allez, vite fait, ça va être rapide. L'histoire se déroule de suite donc, à l'épisode 13 de la saison 2, suite au tsunami qui a ravagé Pabu. Donc la Clone Force 99, composée de tu l'as dit, Hunter, Tech, Wrecker et Omega, vont team up avec la chasseuse de trésors Phi Genoa, dans un plan pour récupérer des fonds et reconstruire leur île refuge. Et pour ce faire, le groupe va se rendre sur Osnian Prime pour tenter de remporter une enchère sur un objet de valeur, un mortier, une espèce d'antiquité, qu'un contact secret de Phi lui a demandé qu'elle récupère. Vas-y, jump in si tu veux. Si tu veux intervenir. Non, je confirmais ce que tu disais. Ok. Donc, c'est ce qu'on décrivait tantôt en partie non-spoil, qu'effectivement, il y a de l'action au début. Donc, il y a un petit côté film là, qui commence avec une scène d'action, puis ça va finir en action, puis c'est ça. Puis après, c'est fini l'action. Donc là, le Bad Batch et Phi vont s'infiltrer pendant l'enchère, et donc après plusieurs objets, c'est enfin le tour de leur cible. Ils essaient de remporter l'enchère de manière legit au début, mais voilà, au final, ça ne marche pas. Et donc, ils vont devoir la voler. Grosse baston générale, donc c'est là où on a la grosse scène d'action,
pour au final réussir à récupérer le mortier et à s'échapper à bord du Marauder, voilà le fameux vaisseau de The Bad Batch, qui existe en Lego d'ailleurs. Ils vont devoir se rendre sur la planète Dalo pour livrer le colis au client, mais avant, ils font un petit détour sur Maigito pour une petite mission de taxi. Ils vont devoir transporter 2 personnes pour Felucia, et ces 2 personnes sont Sohai, une Keshiri, une espèce d'alien humanoïde à la peau violette, là, et Kuto, un mystérieux garde du corps, on pense au début. Il est masqué aussi au début, il parle pas beaucoup, donc c'est pas trop qui c'est lui. Et Sohai est enceinte en plus, donc bien enceinte d'ailleurs. La due date est pour bientôt. La due date, la date d'accouchement, je sais pas comment tu appelles ça en français. C'est ça. Ouais. Elle va véler. C'est l'expression qu'on dit juste pour piquer les collègues féminines au travail. Là, okay. Une vieille expression qu'on ne devrait pas dire pour parler d'un être humain. Pas très gentil. Ouais, non, mais on ne sait pas la période. Donc, est-ce qu'elle est à quelle semaine? Non? Vu que c'est une alien, on ne sait pas. Peut-être que la grossesse dure 14 mois. Là. En tout cas, c'est imminent, dit-elle. Je viens de me faire une image, s'il fallait qu'il y ait 14 mois de grossesse. Oh, quel cauchemar. Pour la dame. C'est de quoi tu parles? Oui, c'est ça, oui, je parlais pour la dame, évidemment. Et donc, Sohai va rejoindre son compagnon, Kedi, sur Felucia. À ce moment, on sait que Sohai est une ancienne aide sénatoriale, c'est comment elle se présente, qui a quitté son poste et est maintenant recherchée par l'Empire. Hunter est pas chaud pour cette mission d'escorte, mais au final, les autres membres de la Bad Batch vont accepter, vont le convaincre. Mais d'abord, ils vont se rendre donc, sur Dalo pour délivrer le mortier. Là. Donc, entre-temps, dans un casino de Canto Bight, on fait la connaissance de Sandrill Crane. Lui, c'est un haut gradé de l'ASB qui enquête sur un casse du casino où il se trouve là. Les coupables sont vite identifiés comme être Sohai et Kuto, justement, qui ont volé le casino quelques jours auparavant. Et Crane, qui sera un des 2 antagonistes principaux du roman, on va dire, et qui nous est très bien présenté, car il arrive à neutraliser, à faire arrêter le propriétaire du casino, qu'il menace au blaster durant leur meeting. Là, donc, là, une belle présentation de méchant. Lui, il est pas mal, lui, d'ailleurs. J'ai bien aimé sa caractérisation. Ouais, on parlait comment trouver un antagoniste intéressant dans ce bouquin, et je trouve qu'il a bien fait le taf sur Crane. Et sur Dalo, la planète où se rend la Bad Batch, on nous introduit la 2e antagoniste principale, donc c'est Celia Moten. Elle, c'est une très riche entrepreneuse, une CEO d'une compagnie de manufacture industrielle, je crois, qui s'appelle Moten Industry. Elle a pour ambition d'être gouverneure de la planète Dalo, et elle est aussi mafieuse à ses heures perdues, parce qu'elle nous est présentée en train de buter de sang-froid un gars qui bossait pour elle et de l'enterrer carrément. Donc voilà, c'est sa méthode. Elle aime bien buter les gens, l'enterrer. Donc elle est pas un peu mafieuse. Elle est mafieuse. Oui. On apprendra plus tard qu'elle se considère elle-même comme une déesse, comme un dieu, parce que justement le pouvoir de vie ou de mort sur à peu près n'importe qui. Ouais. Ah oui, elle est folle, elle. Ouais. Et donc, c'est la fameuse Celia, qui est justement la cliente qui a fait appel à la Bad Batch pour récupérer le mortier. Donc, Phi, Tech et Omega se rendent à son domaine, le domaine Moten, pour livrer l'objet. Les 3 vont entrer dans le bâtiment. Les coms entre eux et Hunter et Wrecker, qui sont eux restés un petit peu en arrière pour un éventuel backup, sont coupés. Un truc qui est pas net avec la fameuse Celia. Et donc les 3, donc c'est Phi, Tech et Omega, ils vont passer un genre de musée, parce que Celia, elle aime même collectionner pas mal d'objets, d'où la commande de ce fameux mortier. Ils vont passer aussi une espèce de ferme de Failure, là, les fameuses créatures de l'épisode 8. Et voilà, mais l'échange ne va pas se passer comme prévu. Tech va faire des recherches sur qui est vraiment Celia et découvrir qu'elle n'est pas du tout très clean. Phi sent aussi que Celia veut en fait les buter pour récupérer le mortier. Donc grosse baston encore. C'est pour ça qu'il y a encore pas mal de bastons au début quand même. Tu vois. Il y a ce baston dans son domaine là, où Celia va faire appel à ses hommes de main, notamment à Parlin, qui est un peu le garde du corps personnel, là, mais un peu le chef de la sécurité de Celia, mais aussi à des battle droids. Voilà. Donc, parce que Celia elle a pas mal de battle droids qu'elle va lancer face à la Bad Batch. Wrecker et Hunter, puis en tout cas, moi, c'est pas ce que j'avais compris, je sais pas pour vous, mais ça a été confirmé qu'en fait, c'est des droïdes commando. Tu sais, le modèle de droïde X. Les IX, comme c'est mentionné quelques fois des battles droïdes, ou en tout cas, moi, je pensais que c'était des B1 traditionnels. Ouais, les classiques. Ouais.
Mais justement, ouais, Lamar Gill s'est expliqué, mais enfin voilà, il a pas nommé les druides, du coup évidemment tu t'imagines cela, et c'est en interview après qu'il a dit c'est des BX quoi, t'es là, t'aurais pu le dire dans ton roman quand même, c'est cool quoi. Ouais. Ouais, c'est les fameux druides qui sont apparus dans la série Clone Wars, je crois, ils sont pas apparus dans les films ou quoi. C'est une bonne question. Ouais, je pense que c'est dans le Clone Wars, mais évidemment qu'on l'a dans le jeu vidéo là. Oui. Outlaw. Outlaw, parce que oui, ça va être le personnage principal du roman Outlaws, ouais, justement, aussi, avec cette espèce de yeux, avec la espèce de carrosserie noire, là, c'est très stylé. Donc, on a quoi? On a Wrecker et Hunter qui retournent maraudeurs. Ils se rendent compte que l'ISB et Sandrill Crane sont arrivés sur Dalo. L'enquête de Crane ayant trouvé que Sohai et Couteau qui recherchent sont à bord du vaisseau de l'Infamous Bad Batch. Donc, encore une fois, rapide échange / baston entre Hunter et Crane. Et Crane va mentionner le fait que Sohai elle ferait peut-être partie de sa famille, en fait. Et que son vrai nom, c'est Guyla Rin. Mais voilà, ça c'est pendant la baston. Donc, voyant la baston à l'extérieur, Couteau et Sohai vont prendre en main le maraudeur, vont venir extraire Hunter et Wrecker. Petite baston aérienne là, contre des V-Wing impériaux, d'ailleurs, plutôt sympa. Et pendant ce temps-là, dans le domaine Moten, t'as Tech, Phi et Omega qui vont libérer les Fathiers pour s'échapper. Peut-être une petite scène à l'épisode 8, un petit peu, quand même, qui ressemble pas mal. Et pour être récupéré plus tard par le maraudeur et s'échapper de Dalo en hyperespace. Voilà. Hunter, c'est là, vous allez peut-être intervenir. Hunter est hors de lui, là. Il a énormément de doutes sur Sohai. Il veut des vraies explications de pourquoi, de qui, de qu'est-ce, de qui il est vraiment. Donc c'est bien eux qui ont volé le casino, ça on le savait, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient à la recherche par l'ISB. Ils ne savaient pas qu'ils étaient recherchés. Donc Sohai dit reconnaître l'agent Crane, donc elle connaît l'agent Crane, mystère. Et là on a une première révélation, donc le père du futur enfant de Sohai, c'est pas le gars qui était sur la planète où ils se rendent, mais c'est bien Couteau qui se trouve être en fait un clone sous le masque, un clone du nom de Ponder. Voilà, donc petite twist là, à ce moment-là du bouquin. Ouais, j'ai cru comprendre que c'était la première fois qu'on avait une confirmation. En tout cas, qu'un clone pouvait enfanter un enfant. Mais il me semble qu'on avait quelque chose dans The Clone Wars à un moment donné. Ah oui, alors oui. Le vrai père, c'était peut-être plus. Voilà, exactement. Le couple qui est mentionné d'ailleurs un peu plus tard dans le bouquin, qu'on voit dans la série, c'est pas son père biologique en fait. Ouais. C'est avec la Twi'lek, c'est ça? Ouais, avec quelque chose. Ouais, voilà. Et les enfants sont Twi'lek et apparemment le clone n'est pas leur père biologique. Quoi. Donc, on a souvent ça dans Star Wars, hein, un humain et une Twi'lek, donc entre Kanan et Hera. Et on sait qui l'autre. Bref, on a plusieurs fois ce schéma-là qui se répète. Il faudrait l'inverse, quoi. Un Twi'lek mâle avec une humaine. Ouais, c'est ça. Une qui aime les dents pointues. Hein, pour rappel, les Twi'lek mâles, c'est peut-être pour ça, sont un petit peu moins attirants que les Twi'lek femelles. Donc on revient avec Crane sur Dalo, qui est très très énervé. Il va se rendre au domaine Moten, va rencontrer Celia. Celia va jouer un peu la victime d'un home invasion. Là. Elle va accuser la Clone Force 99 d'avoir volé une de ses antiquités, le fameux mortier. Crane sent que Celia, elle lui dit pas toute la vérité, tu vois. Donc elle va jouer la carte d'être une des proches de Sheev Palpatine, et ça va le faire souvent. Elle va appeler Palpatine par son prénom à chaque fois, tu vois, Sheev, tu vois, pour justement montrer qu'elle est une amie proche de l'empereur. Voilà. Alors là, je le mentionne juste, mais je trouve pas qu'il y ait vraiment d'incidence sur ça. Celia, elle connaît Phi aussi, la connaissance de Phi. Mais je ne sais pas où ça mène, ça. Est-ce qu'elle voulait retrouver Pabou, peut-être moi, j'ai plus vu le lien avec les antiquités et les cassins comme ça, là, parce que Phi était un peu là-dedans aussi. Là, effectivement. C'est une treasure hunter, effectivement. Ils ont peut-être eu affaire elle a peut-être eu affaire à elle dans le passé pour chercher les antiquités. Bref. Dans le maraudeur, Hunter est toujours furax de Sohai et Ponder. Il veut les abandonner n'importe où, là. C'est à ce moment-là, non, où, c'est là, en fait, où c'est pas cohérent avec le personnage de Hunter, en fait. Enfin, d'habitude, il est très, très froid, en fait. Il garde tout le temps la tête froide, il sait quoi faire, et là, c'est encore pire, en fait, et on sait pas trop pourquoi. C'est encore pire avec ce qui s'en vient que tu n'as pas encore mentionné. Ah, ok. Ouais, bien sûr. Et c'est donc Omega qui va vouloir les aider, leur proposer même de venir sur Pabou, hein, même si Fé n'est pas
très très chaude à ce moment-là, vu leur passe avec l'Empire. Et justement, Sohai va leur raconter un petit peu toute la vérité. Donc Gaila, donc c'est son vrai nom, Gaila, et Ponder alors voilà, Gaila veut plus être appelée Gaila, parce qu'elle va enterrer son passé d'espionne de l'ASB. Voilà, parce que oui, c'est une ancienne espionne de l'ASB. Elle était sous la tutelle de Crane. Elle connaît la Clone Force 99 plutôt bien. Elle connaît leur nom de code, elle connaît même Crosshair, Echo, elle connaît tout. Elle connaît tout sur la. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a fait appel à elle. Mais voilà, la pire révélation, c'est que du temps de la guerre des clones, voilà, c'était une espionne séparatiste. Et ça, la Bad Batch a du mal à digérer, notamment Hunter. Lui aussi. Lui aussi. Ah oui, tu parles de Crane, ouais. Crane, effectivement. Crane et donc Gaila était séparatiste. Effectivement, là, pendant je ne sais pas combien de chapitres, Hunter va faire une fixation là-dessus, va pas arrêter de dire aux clones comment tu peux être avec une séparatiste. Voilà. Donc c'est ça. Alors, ça revient trop longtemps, quoi. Oui, puis il a tué des frères à nous, d'autres clones, etc. Alors que, corrigez-moi si je me trompe, là, on est à la fin de la saison 2 de Bad Batch. Il me semble que les clones, la Bad Batch eux-mêmes, ont, je ne sais pas, peut-être pas tué d'autres clones, mais en tout cas, je veux dire, sont plus, il me semble qu'ils sont plus à cette étape-là de leur réflexion. Là. Oui. Maintenant, ils ont avancé. Qui l'a fait avoir. Là. Donc, on en parlait en off encore une fois, Francis, mais je pense que là, à ce moment-là, ils savent que voilà, que les deux camps ont perdu la guerre et que voilà, l'empereur a monté en puissance et a terrassé les deux camps, quoi. Que les deux camps sont vraiment victimes de l'empereur. C'est ça, c'est qu'il y a deux choses là-dedans, c'est ça. On comprend que c'est peut-être de l'accumulation aussi pour Hunter, là, parce que là, il apprend des choses une après l'autre, ou en tout cas, il n'est pas de bonne humeur. Mais tu sais, comme je disais, ce n'est pas que pendant un court instant, puis qu'après, il revient à lui. Ça dure pendant une éternité. Même une fois qu'ils sont sur la planète, ça continue l'antagonisme envers eux. Puis pourtant, comme je t'expliquais, Jean, je veux dire, les soldats, même dans les pires conflits armés, prends la Deuxième Guerre mondiale, on ne dira pas le mot que YouTube censure là, parce que c'est trop vilain, mais je veux dire, il y a un respect aussi entre soldats qui s'affrontent, qui se développent, alors que là, c'est zéro le cas. Là. C'est comme si c'était... je veux dire, la Bad Batch sont parmi les mieux placés pour comprendre que finalement, les séparatistes, il n'y avait pas totalement tort dans l'histoire. Puis malgré ça, c'est ça. Là, il reste vraiment binaire comme s'il était bloqué. Comme, je dirais que, mettons que c'est Hunter au tout début de la série de Bad Batch, tu te dis, OK, il est encore en train de se battre à ce moment-là là, avec les séparatistes. Puis même encore, comme je disais, là, je veux dire, il y a eu des trêves. Pendant la Première Guerre mondiale, il y a eu la fameuse trêve français, anglais et allemand là, pour Noël, qui sont allés jouer au soccer, si je me souviens bien. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. C'est ça, là. J'ai trouvé que ce moment-là, c'était du grand n'importe quoi. Puis d'entendre l'auteur dire, moi, j'évolue dans un monde de militaires, je connais tous mes amis, dans ma famille, c'est tous des militaires. Je m'excuse, hein, mais... c'est américain. Ça faisait vraiment pas crédible. J'aurais envie de dire c'est le moment pas crédible, mais comme je disais, ça dure pendant une plombe. Donc, et en plus, oui, ils ont passé la PTSD de l'ordre 66, ils savent que les clones ont buté. En fait, moi, j'ai vraiment l'impression qu'il a essayé de montrer que, voilà, il y a, tu sais, tu parlais de syndrome post-traumatique, en fait, tu vois, ça remonte, en fait, peut-être effectivement il y a l'accumulation, mais ça aurait pu durer un moment, il est calmé, en fait, et il repart après. Mais là, effectivement, c'est too much, en fait, c'est trop. Et en plus, faut pas oublier que la Bad Batch, ils sont quand même pas très regardants sur les missions, quoi, au départ. C'est un peu, ils sont un peu mercenaires, quoi, ils vont un peu à droite, à gauche, ils prennent des missions de vol, et en fait, là, comme par hasard, le gars, il s'invente une morale, en fait, comment dire, ils en ont une, mais qui est propre à leur famille, en fait, et là, je sais pas, j'ai trouvé que c'était pas crédible avec le reste. En fait, effectivement, on a l'impression d'avoir un retour dans le passé, en fait, comme s'il était revenu tout au départ de sa réflexion. Surtout qu'il s'en prend à une nana enceinte qui est maquée avec un clone, du coup, il doit être un peu plus compréhensif, quoi. Donc, je sais pas. Ouais, non, c'est ça. Moi, j'ai vraiment pas compris, puis c'est pour ça que je disais en partie non spoil que là, c'est même Wrecker qui a l'air plus rationnel, plus raisonnable, plus réfléchi, que lui-même va calmer Hunter. En y donnant des répliques là, en y mettant ses contradictions sur le nez. Donc, Wrecker est vraiment pas la brute épaisse complètement, je trouve, dans ce roman-là, versus dans la série télé.
Il a un vrai cœur. Ouais, mais c'est dans ce cas-ci, parce que ça, on le voyait un petit peu avec Omega, tu sais, côté, effectivement, il y a un vrai cœur avec Omega, mais là, c'est même pas ça, c'est le côté rationnel, purement cartésien. Je disais juste ça pour le jeu de mots pourri, Francis, c'est tout. Ouais. Mais oui. Bref, continue avec le résumé, Jean, puis on reviendra sur des points. Ok, donc la discussion musclée dans le Maraudeur, et Sohai va finir par tenir la Bad Batch en joue de blaster, et même leur envoyer un gaz soporifique et les faire prisonniers pour s'emparer du vaisseau. Donc on revient sur Dalo, où Crane et Celia vont devoir team up pour se retrouver Sohai et le mortier, là. Et ils vont vouloir gagner la confiance l'un de l'autre sans trop non plus en révéler, quoi. Donc Crane va d'abord avouer à Celia que Sohai / Gayla est en fait un ancien apprenti espionne, tu vois, déjà du temps où ils étaient séparatistes, on l'a dit, mais il va garder pour lui qu'en fait Gayla est, attention, bam révélation, sa fille. Donc c'est à ce moment-là qu'on apprend, donc un petit peu off-screen, j'ai l'impression, parce que c'est pas pendant le dialogue, c'est que Crane est le papa de Sohai, quoi. Et ce qui corrobore avec ce qu'avait dit, Crane à Hunter plus tôt, là, genre She's Family ou quelque chose comme ça. Et de son côté, Celia va mentionner à Crane un projet secret que son ami Chief, tu vois, a lancé, qu'elle a appris sa compagnie Mountain Industry a plusieurs contrats, mais sans réel détail sur ce que l'empereur peut bien construire, on ne sait pas trop. Ouais. Crane évite un petit peu le sujet à ce moment-là, lui déclare ne pas être au courant. Quand Crane va faire son rapport à ses supérieurs et mentionner ce fameux mystérieux projet secret, il va avoir droit à des remontrances par ni plus ni moins que l'amiral, c'est l'amiral Wolf Yularen. Oh, il n'est pas amiral, il est chef du BSI justement, donc il me semble que c'est pas amiral. Encore amiral. Ok, amiral, ce sera dans la trilogie originale, ça, je sais plus. Ouais, effectivement, c'est un personnage qui avait déjà dans The Clone Wars, là, fait qu'il évolue dans la hiérarchie, mais. Ouais, bref. Personnage qui est là jusque dans l'épisode 4 sur l'étoile de la mort, là, oui. la fameuse réunion avec Vador. C'est ça, Yularen. C'est pas nommé Yularen dans l'épisode 4, mais qui sera retcon plus tard par les Clone Wars et tout. Super cool personnage et qui sera là assez souvent via des retransmissions de Crane. Il a l'air lui aussi de connaître la fameuse personnage. C'est vrai. Tu lui enverras le bonjour et tout en mode. C'est une espionne que tout le monde connaît, quoi. Ouais. Non, je parlais pas de l'espion, je parlais de la riche mafieuse. Ah oui, pardon, oui, la mafieuse, oui, effectivement. Ouais. Lui aussi a l'air de la connaître. C'est ça, c'est l'entourage de Palpatine, on va dire. Les amis dans des collectes de fonds ou des trucs comme ça. Ouais. Donc, dans le Maraudeur, Sohai va pas rester longtemps aux commandes du vaisseau parce qu'elle va faire un malaise. Ponder va demander à la Bad Batch de l'aider en se rendant sur la planète Thryth, où Sohai connaît quelqu'un qui pourrait l'aider, un certain médecin du nom de Jatil. Et en arrivant, donc on a Phi, Ponder et Omega qui vont amener Sohai à la clinique de Jatil, pendant que le reste, Hunter, Wrecker et Tech, vont en ville en reconnaissance et faire un peu de shopping. Entre-temps, Sohai va se réveiller, elle va bien, mais les contractions s'accélèrent, tout ça, donc l'arrivée du bébé est imminente. Elle va accoucher, l'accouchement se passe bien, relativement rapide d'ailleurs dans le récit. Sohai grâce à Omega, qui sort ses connaissances médicales là, sur les clones. Ouais. Oui, exactement. Oui, parce que le docteur est un peu, il n'est pas du tout au courant de la biologie clone et le fait qu'Omega soit resté sur Kamino un petit moment, elle s'y connaît plus niveau biologie clone, donc elle va assister à l'accouchement, qui se passe bien. Donc Sohai et Ponder sont les nouveaux parents d'une petite fille qu'ils appellent Koru. Sohai va aussi s'excuser devant toute la Bad Batch de leur avoir caché la vérité. Elle est très reconnaissante de l'aide qu'ils lui ont apportée, mais malgré ça, à ce moment-là, Hunter a toujours les nerfs contre elle. C'est jusqu'au bout, jusqu'à la fin du roman, il aura les nerfs contre elle. Par contre, ils ne savent pas qu'en secret, Jatil, le médecin, est contact de Sohai, et lui aussi un espion de Crane. Et Jatil va donc contacter Crane et lui indiquer que sa fille et que sa petite fille et que la Bad Batch sont ici sur Thryth. Voilà, gros traître, quoi. Sur Dalo, Crane. Juste, non, mais on en parle après, mais vous n'avez pas trouvé que les rebondissements, en fait, à ce moment, ils étaient très prévisibles, en fait, à chaque fois? Ah, tu vois, j'ai pas vu venir la trahison du médecin, mais après, quand il explique qu'elle est logique, il fait ça pour protéger sa planète ou son village, ou on peut appeler ça, là. Mais ça, je ne l'ai pas vu venir, parce que on sent que les deux, c'est des anciennes victimes de Crane. C'est ses anciens apprentis ou je sais pas quoi, là, mais tu sens que les deux ont souffert. Puis que lui, t'es vraiment pas fait pour ça. Alors qu'elle était une comment on dit, une prodige.
Est-ce que lui, pas du tout. Là. Donc, je pense qu'il l'a pas D'accord, bah, tu vois, moi, en fait, le truc, c'est que il y a plusieurs fois dans le roman où je me suis dit, en fait, tous les gens qui vont croiser vont à un moment les trahir, en fait, parce que ça commence comme ça dès le départ, en fait. Quand ils rencontrent le couple, je crois qu'il y a une petite aparté où en fait, c'est à la fin de chapitre où, en fait, tu comprends tout de suite que ça va mal tourner avec la nana, parce qu'elle est enceinte, mais elle leur dit pas tout. Et je crois que c'est carrément marqué comme ça, mais ils ne savent pas la vérité. Et donc, en fait, à partir de là, tous les personnages qu'ils vont rencontrer, ou presque, en fait, à un moment, soit les trahissent, soit leur ont caché un truc, et en fait, ça se répète tout au long du bouquin. Et là, en fait, quand le médecin est arrivé, je dis, ouais, bon, lui, voilà. Mais bon. Ouais, t'as raison. Ouais. Prévisible, effectivement. Donc, sur Dallo, Crane se prépare à partir pour Thrice, mais Celia veut l'accompagner. Elle veut absolument récupérer son mortier et capturer vivante la pirate fille. Elle se fout des autres, par contre, de la Bad Batch. Hein. Elle est OK si Crane les bute. Crane n'est pas chaud de l'amener, mais au final, il accepte. Alors, les deux vont partir avec leur team respective, mais Crane va monter à bord du vaisseau yacht de Celia, là, alors que les hommes de Crane vont prendre le vaisseau de Crane, le vaisseau impérial. Et là, bam, Celia va prétendre que la Bad Batch a saboté le vaisseau de Crane, et qu'il va exploser en plein vol avec tout le staff de Crane à son bord. Donc évidemment, Crane n'est pas très content à ce moment-là. Il n'est pas dupe, hein, Crane, il est très intelligent, il sait que c'est Celia qui voilà, en grande maniaque du crime, il est pour quelque chose. Donc sur Thrice, la Bad Batch remarque que les portraits de Sohai et Ponder sont toutes sur les holos, là, ils sont recherchés par l'ASB. Donc la team se prépare à l'extraction de la nouvelle petite famille de la planète. Problème, ils sont toujours à la clinique, ils doivent regagner le Marauder, qui est au spaceport. Là. Celia et Crane arrivent sur la planète, donc la grosse baston, hein, donc c'est ça la baston finale. Crane va traquer la Bad Batch avec l'aide des Impériaux, les Impériaux qui retrouvent sur Thrice, hein, vu qu'il n'a plus personne de son vaisseau. Celia avec ses hommes de mer, dont Parline, là, son garde du corps. Et donc là, ça va vite partir en live. On a Riker qui va faire diversion en faisant péter des trucs, comme d'habitude. Ponder qui va se révéler être un ancien sniper, lui, du temps de la guerre des clones, donc ça va être relativement utile. Tech et Phi vont vite se retrouver à combattre Parline à main nue. Très sympa ce combat d'ailleurs, parce que Parline croit que Tech, c'est juste un clone de bureau, tu vois, qui ne s'y connaît pas en baston, notamment en corps à corps. Et non, en fait, il va vite voir que Tech se débrouille extrêmement bien au corps à corps, en utilisant plusieurs sortes d'arts martiaux de Star Wars. C'était plutôt sympa. Et au final, Tech va neutraliser Parline. Phi va, quant à elle, neutraliser Celia, alors que cette dernière en difficulté, tu vois, elle va essayer de soudoyer Phi, mais non, Phi, elle va la paralyser. Donc Tech et Phi récupèrent le Marauder. Hunter, Omega et Sohai et le bébé s'échappent dans les rues de la ville, mais Crane et ses troopers les retrouvent. Il va shoot Hunter, puis va neutraliser tous ses troopers. Voilà, donc là aussi, petit retournement de situation, petit twist. Crane va révéler à Sohai ses réels plans. Voilà, il veut l'embarquer avec elle, et donc sa petite fille, et quitter l'Empire et l'ISB, et utiliser leurs skills d'espion pour disparaître en quelque sorte et commencer une nouvelle vie, quoi. Voilà. Sohai, elle refuse, évidemment, elle aime vraiment pas. Je passe sur tous les flashbacks, c'est vrai qu'on n'a pas parlé, mais il y a quelques flashbacks où on a le passé de Sohai avec Crane et comment Crane entraîne Sohai à la dure, elle a vraiment dur, quoi. Donc elle en a bavé, comme tu disais, Philippe, ou Francis, je sais plus. Donc Omega, qui a le bébé avec elle en ce moment, s'échappe dans une usine de raffinerie de mercure, hein, parce que Mercure, c'est une des ressources de la planète Thrice. Crane la poursuit. Il veut récupérer le bébé. Si sa fille ne veut pas le rejoindre, au moins il veut récupérer le bébé de sa fille, quoi. En ville, on a Riker qui commence à semer la panique en provoquant une riot, là, une émeute. Tech le récupère, lui et Ponder. Mais Hunter, il répond plus, hein, il a été shoot. À ce moment-là, une sorte de vision entre lui et Crosshair, justement. C'était assez intéressant. Alors, je ne sais pas si c'est une vision ou un flashback du passé. Ouais, je ne l'ai pas vu comme une vision, je l'ai plus vu comme un souvenir, ouais. Une hallucination. Moi, je l'ai compris comme ça, quoi. Ouais. Il est groggy, tu vois. Et Sohai est là pour le remettre un peu sur pied. Donc, tout ce petit monde se dirige vers l'usine. Omega, toujours avec le bébé, est face à Crane sur un catwalk, là, une passerelle à la Star Wars. Voilà, comme on les aime. Les fameuses passerelles où on meurt toujours, quoi. Enfin, voilà. Où il n'y a pas de garde de corps, là, tu sais. C'est ça. Donc Sohai arrive à la rescousse. Alors là, on a un petit combat Sohai versus Crane, quoi, l'apprenti contre le maître, tout ça.
Crane qui va essayer d'obtenir le pardon de sa fille. Mais là, bam, Ponder va shooter Crane. Donc ça va bien le blesser. Il va lâcher ses derniers mots à Sorai qui sont quand même pas mal. Il dit « You always wear my best ». Avant de tomber dans le mercure, en fait. Quoi, lui, il fait vraiment une fixation sur elle. Puis bon, il apprend le bébé, mais tu sais, même, c'est tout le long, là, c'est une prodige. Puis tu sais, il essaie de la reconvaincre. Non, mais là, t'es juste mélangé dans tes esprits, là, mais tu sais. Puis même pas pour l'Empire, parce que comme tu as dit, il a tué ses propres troupes. Donc, à la fin, il trahit l'Empire. Il veut vraiment, lui, ses projets, c'est lui-même et elle. Oui. C'est vraiment une fixation qu'il fait sur elle. Mais ça n'a rien d'amoureux ou quoi que ce soit, comme on disait. Là. Mais c'est même pas lien de famille, tout ça. C'est vraiment comme si elle, c'était l'élu. C'est son univers. Ouais, c'est ça. Elle a un potentiel inexploité, incroyable. C'est le potentiel. Il pousse son potentiel au maximum, quitte à la briser, quoi. Et la faire partir. Et comme tous les pères, il meurt sur une passerelle. Oui, c'est vrai. Devant son enfant. C'est ça. Il meurt en paix, par contre. Oui, il meurt en paix. Et Sorai, par contre, elle est vénère. Hein. Elle veut regarder le corps se faire engloutir par le mercure et tout. C'est assez étrange. Sinon, ce que tu n'as pas mentionné, écoute, ça finit. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'après cette finale-là, il y a comme un petit épilogue sur deux, en fait. Alors, le destin de la fameuse maquilleuse. Voilà. Bah oui, parce que Celia et Parline, ils ont été juste neutralisés par la Bad Batch, ils n'ont pas buté. Et ça, je trouve ça bizarre qu'ils en butent pas au moins le lendemain, parce que tu dis, eux, quand ils vont se réveiller, ils vont les traquer, les buter. Quoi. Enfin, bref. C'est ça, c'est que dans la série télé, il me semble, corrigez-moi si je me trompe, mais c'est que la Bad Batch, au début, surtout quand il est question de clones, qui est adverse, il essaie de les neutraliser. Puis c'est après un moment, là, ils n'ont pas le choix de faire des victimes. Là, c'est pas des tueurs de sang-froid. Hein. Ouais, c'est ça. Puis là, c'est censé être un roman adulte. On s'attend à quelque chose d'un peu plus réaliste, on va dire, de ce côté-là. Et finalement, c'est à se demander s'ils font une seule victime dans tout le roman. Ouais, mais en fait, ça reste Star Wars quand même. En fait, comment dire, c'est assez rare quand même que t'aies des gens qui tuent de sang-froid, quoi. Une fois que t'as neutralisé les mecs, tu les achèves pas à terre, quoi. Enfin, moi, j'ai ou dans Andorre, en tout cas, ou dans Rogue One, ça commence pas mal comme ça. J'allais dire Andorre et Rogue One excepté peut-être, parce que là, c'est vraiment adulte en fait, et t'as le côté un peu sombre en fait de l'espionnage et voilà, on se salit les mains. Là, t'as pas trop ça quand même. Hein. Ouais, je sais pas. Je repense aux originaux, là, Retour du Jedi et compagnie. Et t'as de l'exécution au pied carré. Mais bon. Peu importe. Fait qu'il y a ça, c'est ça. Mais là, finalement, le destin de celle-ci va être. Parce qu'elle, c'était par curiosité qu'elle s'intéressait au chantier de. Nous, on sait que c'est l'étoile de la mort. Hein, donc oui. Donc eux, ils vont se réveiller quelques heures après. Ils vont partir à bord de leur vaisseau yacht de Celia. Elle est outragée, là. Elle a ni réussi à récupérer son mortier, ni à capturer Fi. Elle est vraiment pas contente. Et là, bam, il y a un Star Destroyer impérial qui arrive avec un mystérieux émissaire de Palpatine qui veut la rencontrer. L'émissaire va se pointer, il va défoncer le droïde de Celia, il va décapiter Parline. Donc ça, c'était quand même bien cool. Il va trancher le capitaine et le copilote en jetant son sabre laser rouge sang. Voilà, on a reconnu Dark Vador en mode fin de Rogue One. Il y a vraiment un remake de la fameuse scène du couloir. C'est trop ça. Ouais. Il sort un The Emperor sends his regards à Celia, tu vois, c'est super cool ça. Il va pas la tuer, elle va se faire force choc au début. Puis il va lui montrer plutôt un holo news d'attaque terroriste / rebelle sur des usines qui participent au mystérieux projet secret de l'empereur. Et l'existence de ce projet-là a donc fuité, voilà, et donc l'empereur est furieux et a bien vu que Celia était en partie responsable de ces fuites-là, quoi. Donc Vador va pas la tuer, mais lui demander qui d'autre est au courant de ce projet. Donc voilà, ça finit pour elle, ça finit comme ça, quoi. Et pour Parline, ça finit assez trashement, quoi. Ouais, exact. Sinon, il y a un dernier épilogue à la fin, dernier chapitre, parce que là, c'est le tout est bien qui finit bien. Donc, voilà, exactement, c'est dans le Maraudeur, où Tech va utiliser ses skills de hacker pour pirater les comptes de Celia, les transférer vers les comptes fantômes de Fi, comme ça pour les utiliser pour rebâtir Pabu. Omega va proposer à la petite famille de venir vivre avec eux sur Pabu
justement. Ils vont accepter tout ça. Et Sorai et Hunter vont enfin enterrer la hache de guerre, enfin du moins Hunter, quoi. Tout est bien qui finit bien, comme tu dis. Happy End, un petit peu la Astérix avec un banquet final. C'est ça. Voilà. Et où est-ce qu'il fallait pleurer, du coup? C'est une bonne question. Le risque avec le bébé, c'est ça. Là. Je pense qu'il y en a que c'est tout le côté accouchement, puis après ça, la mère qui est très affaiblie, mais qui prend des stimulants au point de se sacrifier elle-même. Parce que finalement, elle va survivre, là, mais dans le fond, elle passe proche de se sacrifier elle-même, etc., etc. Fait que je pense que c'est ce côté-là. Qui était quand même bien, que j'ai quand même apprécié. Puis, tu sais, t'as le clone, je me souviens plus de son nom, là, mais son mari, on va dire, le père de l'enfant, lui aussi veut se sacrifier. Mais bref, c'est ça. Sinon, quel point on n'a pas couvert, monsieur? J'ai trouvé que le résumé de Jean valait plus que 8 sur 20 parce qu'il était très dynamique. Ouais, et en fait, raconté comme ça, je suis en train de me dire, mais en fait, il faut que je le réécoute. Ouais, c'est pas si mal que ça, t'as vu. Et pareil, les antagonistes sont intéressants, c'est original. La team-up, mais c'est une team-up qui est jamais fusionnelle, tu vois. Tu sens qu'ils doutent, enfin, ils ont pas confiance l'un l'autre. Mais dans le bouquin, comme tu disais, Francis, eh bien, c'est des passages entre les deux. Il y en a une pléthore. Et tu te perds, plein de sous-intrigues là. Avec, tu te rappelles, il y a une espèce de son ancien boss son boss qui l'appelle à Crane, qui lui dit d'enquêter sur quelqu'un qui est mort, qui a été tué par peut-être Celia, on ne sait pas trop. En fait, ça apporte pas grand-chose en plus. C'est surtout ça. Et ce qui est marrant, c'est que le résumé que tu as fait, en fait, on a limite un déroulé d'épisodes en fait de la Bad Batch. En fait, c'est-à-dire que voilà, tu as une mission, paf, ils partent, un rebondissement, tac. Et en fait, la manière dont tu as ce résumé-là, en fait, fait que finalement, c'est pas mal. Mais en fait, ça aurait été pas mal en 5-6 heures, quoi. Tu as une nouvelle courte, en fait, une short nouvelle, en fait, juste avec un peu de développement, et ça aurait suffi parce que les passages que tu mentionnes, en fait, apportent rien à l'histoire. C'est ça. Ouais, c'est mon impression aussi. C'est ce que je trouve dommage parce que l'auteur, c'est ça, en entrevue, disait être partagé dans le sens que tu veux quelque chose qui va ressembler à une émission de la Bad Batch, tu sais, puis, mais qui va faire différent. Ben, je suis désolé, mais ça ressemble beaucoup trop à un épisode de la Bad Batch. Le truc, c'est que ce qu'il a mis de différent n'apporte pas forcément grand-chose pour qu'on le retienne en fait comme étant un truc en plus d'un épisode de la Bad Batch, quoi. Moi, je ramène la comparaison encore une fois avec le roman Une Nouvelle Aube, au tout début du canon en 2015, je crois, où est-ce que c'est Kanan et Hera. Puis, tu sais, à l'époque, j'aimais pas du tout la série Rebels. C'était le tout début là, du canon Disney. La première saison, c'était très enfantin. C'était avant Vador, Darth Maul, puis Trump. C'était avant tout ça. C'est rageant. Et pourtant, le roman, j'avais vraiment aimé. C'était un roman très adulte. Puis même le marketing, la cover donnait l'impression que ça allait être très comme Rebels. C'était vraiment beaucoup trop gentil, coloré, etc. Ou est-ce que c'est un roman qui ne l'est pas du tout? C'est vraiment un roman adulte, avec des thèmes adultes, puis avec des personnages qui ont des réactions d'adultes. C'est pas ça que j'ai retrouvé ici. Tu aurais espéré ça de ce roman-là, peut-être? Oui, moi, c'est vraiment... c'était ça mon espoir, mon attente là, pour ce roman-là. Tu fais un roman adulte sur des personnages, mais c'est quand même un commando de guerre, etc. Tu sais, je veux dire, puis en plus que je veux dire, l'objectif de l'auteur, c'est de faire un roman de guerre. Ce n'est pas un roman de guerre. Battlefront 1, quoi. On va aller à Battlefront 1, ça on passe ça aux différents romans d'Alexander Freed, qui lui écrit des romans de guerre. Ça, ici, c'est pas le cas. Moi, j'aurais espéré que c'était comme la Rise of the Red Blade de Delia S. Dawson, qui, pareil, a sublimé le concept de l'Inquisitorius vu dans Rebels, un petit peu côté enfantin dans Rebels, et là, bien plus adulte dans le roman. J'aurais espéré ça de la Bad Batch. Ouais, tout à fait d'accord. Ouais, mais c'est des romans qui sont beaucoup plus recentrés sur un ou deux, voire trois personnages. En fait, quelque part, ça se concentre en fait vraiment sur peu de personnes. Et là, en fait, il y en a beaucoup. Et donc, du coup, comme tu as beaucoup de personnages, tu essaies de donner du temps d'écran à tout le monde, tu essaies de développer un peu tout le monde, et c'est ce qui fait que tu as des longueurs, en fait, et que ça fonctionne pas. Quand tu te concentres sur la psychologie d'un perso, en fait, dont tu vois l'ascension et la chute, c'est peut-être plus simple de l'accompagner. En fait, et puis, c'est ton objectif, c'est de faire ça, en fait. Faudrait un roman quand même l'aspect violence, l'aspect tourment. Tu sais, tu as mentionné, on pense à des thèmes comme choc post-traumatique, tout ça.
Je sais pas, moi je l'ai pas vraiment senti ici. Là. Mais est-ce que tu l'as senti dans la série? Non plus. Dans la série, tu le sens pas tellement non plus. Il y a quelques passages en fait dans la saison 1 où tu as ça, mais sinon, d'un point de vue général, ça reste très enfantin du début à la fin. Et je pense que c'est peut-être là. Alors après, il faut savoir ce que Disney lui a dit en fait quand il a écrit, mais c'est peut-être là en fait qu'on lui a dit oh là, calme là. On connaît pas le premier script. Hein. Ouais. Exact. Sinon, je vois le temps qui file. Est-ce que tu sais, parce que oui, il y a des easter eggs, des choses comme ça, mais par rapport à la série surtout. Voilà, on le mettra, je mettrai ça dans les descriptions, dans les commentaires en dessous de l'émission. Je copier-collerai tous les easter eggs parce qu'il y en a beaucoup trop. J'ai juste envie de mentionner celui que Dany nous a fait remarquer. J'ai complètement placé à côté. C'est parmi les 11 objets là, de l'enchère au tout début, on trouve une certaine idole de la fertilité. En plus, elle est dorée, elle a un visage. Un visage, c'est vraiment celle d'Indiana Jones. Merci Dany, parce que je sais complètement passé à côté de ce rêve. Je ne sais pas si vous l'aviez noté. Moi, j'y ai pensé en fait, mais pour moi, l'idole de la fertilité, c'est Indiana Jones. C'est ça. Enfin, c'est pas Harrison Ford, hein, c'est l'idole. Non, effectivement, moi non plus, je n'avais pas remarqué, mais c'est vrai que toute la description correspond, donc on peut supposer que c'est intentionnel. Mais je n'ai pas souvenir qu'il a parlé de ça dans l'entrevue que j'ai écoutée. Donc, bon. Excellent. Messieurs, je pense que ça résume, même en partie spoiler, je pense que les gens auront compris ce qui nous a plu ou pas. Peut-être dernière chose que je mentionnerais, c'est l'histoire que j'ai trouvée très raccourcie scénaristique, mais qui dure tout le roman, que les crédits qui ont volé au casino sont entre guillemets marqués, là, que carrément le casino a un genre d'émetteur pour les repérer partout dans la galaxie. Voilà. Donc, pour moi, c'est juste cet aspect-là. Est-ce que toi, tu vas aller jouer à un casino tu apprends que les gangs que tu fais peuvent être repérés ad vitam aeternam partout dans la galaxie? En tout cas, j'ai trouvé ça un peu... fallait quelque chose pour justifier le fait qu'ils sont capables de les suivre à la place. De les suivre, oui. Ça fait différent du fameux émetteur placé sur le vaisseau des gentils, mais au final, ça fait peut-être pas assez différent. C'est quand même assez simpliste. Puis à la fin, au final, tout ça pour ça, à la fin, comme tu dis, Tech, lui, il va régler le problème. Donc, c'est vraiment là, un gros problème, tout le roman. Puis à la fin, finalement, on va pirater le système. Finalement, l'argent, on va pouvoir l'utiliser. D'accord. Ouais. Fait que, bref, voilà. Merci, messieurs, pour votre avis là-dessus, parce que c'est quand même toujours plus facile de faire des émissions sur quelque chose qu'on a adoré. Oui. On est toujours plus motivé à parler de quelque chose qu'on a adoré. On ne fait pas partie de ces gens, de ces critiques. Dans certains domaines, les critiques, c'est toujours du négatif. Puis, c'est qui va taper le plus fort sur le clou, là, par exemple, je sais pas, en restauration, ou etc. Moi, je vous lève mon chapeau de parler de façon quand même aussi objective de quelque chose que vous n'avez pas aimé. Donc, merci. C'est là-dessus qu'on va conclure, dans le fond, l'émission. Si vous avez des commentaires, moi, je suis très curieux d'avoir votre avis parce que, on est quand même un peu unanime à être déçus ce soir, mais je serais très curieux d'avoir l'avis de gens qui ont apprécié. Donc, dans les commentaires YouTube, évidemment aussi les pouces, les partages, etc. Vous pouvez aussi venir en jaser avec nous sur Facebook, Instagram, X, Blue Sky, Discord. Mais surtout sur notre Discord, c'est ce que j'allais dire. C'est là qu'on a les discussions, je trouve, les plus intéressantes. Et voilà. Sinon, Jean, on tombe dans un mini-pause côté littérature, mais qu'est-ce qu'on aurait pour les auditeurs pour du Star Wars en direct qui s'en vient? En septembre, les sorties septembre littéraires, hein, donc c'est que du comics cette fois, avec l'album La Haute République, les aventures, messages de la zone d'onclusion, ainsi que l'album comics, le 3e tome de la fameuse mini-série La Bataille de Jakku. Donc, voilà, juste des comics. Je vais répéter une réplique que les gens ont l'air d'apprécier quand je l'ai dit, mais c'est la bataille de Jakku, mais il n'y a pas de bataille de Jakku. Voilà.
Ça vous donne un petit spoil de mon avis. Ça sort le 20 septembre, je crois. Ouais, fin septembre, oui, par là, 24, quelque chose comme ça. Voilà, donc de la part de toute l'équipe, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous. À la prochaine.